J'adore cette histoire, je la raconte chaque Soukhot à mes enfants, ils adorent. C'est l'histoire d'Ethan, il habite dans le quartier de Manhattan, au 2e étage d'un gratte-ciel qui en compte 20. Après Yom Kippour, il est très enthousiaste. Pour la première fois de sa vie, il va enfin construire sa propre soukha, sa propre cabane qui va lui servir de résidence temporaire pour la fête de Soukhot. Le problème, c'est qu'il n'a pas de balcon adapté pour cette construction, mais ça ne le décourage pas et il commence dès le lendemain matin de Kippour à construire sa soukha au rez-de-chaussée de son immeuble, côté rue. Il est tellement motivé, il finit de construire la soukha dans la journée. Et pendant qu'il est en train de ranger sa caisse à outils, il y a un employé de la mairie qui arrive devant lui, qui le verbalise, qui lui dit « Je vous adresse une amende pour avoir construit un domicile illégal dans un lieu public. Et en plus de la contravention, je vous intime l'ordre de démonter sans délai cette cabane qui constitue une nuisance pour les passants et les résidents de l'immeuble, sans parler de la nuisance visuelle. » Il faut de l'esthétique ici, on est à New York. En fait, Ethan, il était tellement emballé par sa volonté de construire sa soukha dès la fin de Kippour qu'il a complètement oublié de demander une autorisation pour ce qu'il était en train de faire. Il s'est cru en Israël peut-être. Et je vous laisse même pas imaginer une soukha construite sans autorisation au pied d'un gratte-ciel de Manhattan, l'effet que ça fait. Ethan, il est ennuyé, il discute avec l'agent municipal, mais rien n'y fait. Ethan doit démonter immédiatement sa soukha. Alors sans perdre de temps, il déballe à nouveau sa caisse à outils pour démonter sa soukha. Mais ce qui ennuie le plus Ethan, c'est à ce moment précis, c'est pas tellement de démonter, parce que bon, il a mis une journée à la faire, mais c'est de savoir où est-ce qu'il va pouvoir reconstruire sa soukha. Il faut une soukha pour Soukhot. La seule solution qui lui reste, c'est de la construire sur le toit de l'immeuble. Il n'est pas trop emballé bien sûr, puisque ça veut dire que pendant Yom Tov et Shabbat, il va devoir monter 18 étages à pied pour aller manger et dormir dans sa soukha. Ethan, il n'est jamais monté sur le toit du grand immeuble où il habite. Il sait juste qu'il est suffisamment spacieux pour accueillir sa petite soukha et que le toit appartient au propriétaire du dernier étage, monsieur Foster. Aussitôt la soukha démontée, il sonne chez son voisin du dernier étage pour lui demander s'il peut construire sa soukha pour 7 jours. Le voisin, il comprend pas bien l'intérêt d'Ethan de vivre dans une cabane pendant une semaine, mais il ressent sa grande motivation et il se dit que cette histoire de cabane pourrait être une affaire lucrative pour lui. Il lui dit « Écoutez Ethan, je suis un homme d'affaires, mon business c'est le real estate, l'immobilier. Alors on va y aller droit au but, parlons affaires. Est-ce que vous voulez construire votre tente, c'est ça? Pas de problème. Je vous loue tout mon toit dès ce soir jusqu'au lendemain de votre fête inclus pour que vous ayez le temps de tout remballer pour la modique somme de 700 $. Symbolique. » Ethan, il est un peu choqué, une somme aussi énorme pour une si petite demande. Bon, on est aux États-Unis aussi, hein. Il insiste un petit peu auprès de son voisin, il a juste besoin de 4 mètres sur 4 mètres. Un petit toit, il veut pas payer le prix d'une location de studio pour une semaine pour une petite cabane en bois. Mais bon, son voisin, c'est un homme d'affaires, bien comme il faut, business is business, les affaires sont les affaires, gardez votre salive, le prix ne baissera pas d'un penny. C'est difficile à encaisser pour Ethan, il a déjà reçu 1 heure plus tôt une grosse amende pour avoir monté sa soukha en pleine rue. Et maintenant son voisin lui demande 700 $ pour louer le terrain de sa soukha. Il réfléchit et il se dit, tout est la volonté du ciel. Si pour accomplir cette mitzvah j'ai autant de difficultés, c'est que elle doit avoir une grande valeur. Ça doit certainement être décidé du ciel que je dois faire ces dépenses-là pour acheter cette mitzvah. Et il vaut mieux que je mette mon argent dans des mitzvot que pour réparer la machine à laver qui va se casser. Et donc il le fait avec joie. Il prend cette très belle décision dans son cœur, il accepte et il descend à son appartement préparer un chèque de 700 $ pour monsieur Steve Foster. Quand il remonte son chèque à la main, son voisin l'accueille avec une autre demande. Il lui dit « Tan, j'aimerais faire bien les choses. Je fais toujours un contrat officiel pour chaque affaire que je traite. » Ethan il dit « Bon, si vous y tenez, on va faire un contrat, il n'y a pas de problème. » Monsieur Foster, il interrompt alors Ethan, il lui dit « Ah, désolé, mais dans les affaires, les contrats se font uniquement chez un avocat spécialisé. » Ethan, il commence à s'agacer un petit peu. Il dit « Quoi, un avocat pour un petit contrat entre voisins, pour une petite cabane sur un toit où il n'y a personne ?» Il dit « Écoute, je vais pas jeter mon argent par les fenêtres, je vais pas aller maintenant payer un avocat. » Le propriétaire lui dit « Non, si vous prenez sur ce ton-là, no deal, on fait pas affaire ensemble. Je vous oblige pas à louer mon toit. Si vous voulez louer, c'est ça mes conditions. » Ethan, il est de plus en plus contrarié, mais bon, ça, il se renforce un petit peu. Il se dit construire sa soukha, ça va être un parcours du combattant, mais bon, je vais tenir bon. Monsieur Foster appelle son avocat qui peut les recevoir tout de suite. Les deux hommes se rendent ensemble, c'est juste à côté. Et sur la route, Ethan prie de tout son cœur pour que ça se passe bien.
Ils arrivent enfin chez l'avocat qui les accueille dans le grand bureau à l'américaine, il prépare un contrat très officiel, Ethan remet son chèque au propriétaire, il s'encourage encore, il donne du courage, et il se dit on perd jamais à faire une mitzvah. Et il part de chez l'avocat après que le propriétaire lui ait remis la clé du toit. Il est fou de joie, il court dans la rue, il commence à chanter le célèbre Piyut, la chanson de Sukkot, Sukka velulav, le'am segula. Et il va au 20e étage, il ouvre la porte du toit et là, il a envie de pleurer. Le toit est recouvert de ferraille, de matériaux de chantier. Il n'y a pas 1 mètre carré de libre. Il est tellement pressé comme ça qu'il a oublié la chose la plus basique quand on loue un bien, au moins le visiter, le voir. Et il sent qu'il s'est fait avoir avec ce contrat rédigé chez l'avocat qui comporte une clause terrible. C'est marqué « Libérer tout le toit le lendemain de Simchat Torah, incluant tous les encombrants ». Il n'aura donc pas le choix de faire appel à une société de débarras des encombrants, ce qui veut dire encore des frais très importants. On est aux États-Unis. Il n'a pas la force de se bagarrer avec son voisin, il sait qu'il va perdre dans tous les cas. Son voisin, c'est un professionnel de l'immobilier impitoyable. Ethan prend son inspiration, il remonte ses manches, malgré l'heure tardive et sa fatigue de la journée, il commence à entasser dans un coin tous les vieux châssis, les éviers cassés, les banquettes qui encombrent le toit. Ce qui le console maintenant, c'est qu'il va pouvoir quand même construire sa souka. Il n'a pas besoin d'énormément de place sur le toit, juste 4 mètres sur 4 mètres et un petit passage. Pendant qu'il déplace un long tuyau de fer, il entend un bruit un peu bizarre sur le sol, comme du métal qui est tombé. Il dépose le tuyau et il aperçoit un sac en plastique très bien emballé. On dirait qu'il a été caché exprès dans ce tuyau de fer. Ethan se demande ce que ce paquet fait ici et il ouvre le colis, il est très bien fermé et en l'ouvrant, il recule tellement il est stupéfait par son contenu. Le paquet contient une vingtaine de gros diamants étincelants. Ethan, c'est quelqu'un qui est honnête, il voit bien que ces diamants ont été sans doute volés et sans attendre, il se rend au commissariat le plus proche, il explique tout aux policiers et leur remet le paquet. Les agents le remercient pour son honnêteté et ils lui disent qu'ils ont effectivement reçu une plainte au sujet de diamants volés il y a plusieurs années, ils se chargeront de les remettre au propriétaire. Ethan remonte finir de dégager le toit pour faire sa petite souka, sa belle cabane de Sukkot. Et quand il a terminé, il est vraiment tard, il n'est pas allé à son travail aujourd'hui, il a peiné pour sa souka toute la journée sans avoir vraiment avancé. Et en plus, il a déjà engagé beaucoup de dépenses avant celle de la fête. Acheter le nécessaire alimentaire pour la fête. Il n'a plus beaucoup de temps pour construire sa souka non plus maintenant. Le lendemain soir, en rentrant de son travail, il salue son épouse, il monte tout de suite sur le toit construire sa souka. Il finit tout tard dans la nuit, y compris la décoration de la souka. Il est épuisé, mais il est tellement heureux. Il a tout donné. Du temps, de l'argent, des émotions, de l'énergie, des larmes, et voilà, ça en valait la peine. Il s'apprête à réaliser pour la première fois de sa vie la mitzvah de la souka. La fête de Sukkot arrive, et quelle émotion magnifique pour toute la famille au moment d'inviter le premier soir de Yom Tov, l'âme d'Avraham Avinu, le premier des 7 Ushpizim, les 7 invités spirituels, les pères du peuple d'Israël qu'on invite sous notre souka. Ethan y pleure au moment de réciter la prière, les chefs Basouka. C'est une bénédiction qu'on récite au moment où on s'assoit dans la souka, la première fois. La fête se passe dans une atmosphère d'élévation et de joie indescriptible. Quand on met des efforts dans quelque chose, qu'est-ce qu'on apprécie, qu'est-ce qu'on a de la joie. Et dès la fin des fêtes, Ethan va sur le toit pour démonter sa souka parce que le lendemain matin, la société de débarras arrive à la première heure pour nettoyer le toit. Il est en train de finir le démontage, son téléphone sonne, il dit « Allô ?» Il dit « Oui, Ethan Feinberg, ici le commissariat de Greenwich Village. Veuillez vous présenter au poste de police le plus tôt. » Ethan craint un nouveau coup tordu de son voisin, M. Foster. Il termine rapidement de démonter la souka, il va au commissariat, on lui annonce une nouvelle incroyable. On lui dit « Merci d'être venu au plus tôt. Les diamants que vous avez trouvés ont été volés chez un diamantaire. On a essayé de le retrouver pour lui rendre les pierres précieuses et on a appris qu'il est décédé il y a un petit moment. Il vivait seul, sans enfant, sans héritier, sans aucun testament, selon la loi en vigueur aux États-Unis. Quiconque trouve un objet dont le propriétaire est décédé sans laisser de successeur est autorisé à le garder. Vous êtes donc le propriétaire légal du paquet de diamants que vous nous avez remis. » Voilà, il a un peu de mal à réaliser, il vient d'empocher une fortune colossale. Il rentre chez lui en tenant précieusement le paquet entre ses mains et il célèbre cette découverte avec sa femme, qui rayonne de bonheur bien sûr, ça fait plaisir. Il appelle un ami diamantaire pour connaître la valeur des diamants. Son ami arrive rapidement chez lui, une première estimation tombe, Ethan est en possession d'une fortune d'au moins $1 million. Ils n'en reviennent pas du tout, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain, Ethan va remettre les clés du toit à son voisin.
Il sonne à peine à la porte que Monsieur Foster lui crie « Ethan, vous m'avez volé mes diamants! Rendez-les-moi immédiatement !» Visiblement, la nouvelle a déjà fait le tour du quartier, comme quoi Ethan a reçu des diamants. « C'est sur mon toit que vous avez volé ces diamants. J'en suis le propriétaire légal. » Ethan ne se laisse pas intimider. Quelques jours plus tard, les deux voisins se retrouvent au tribunal. Monsieur Foster est en colère. Et il dit « Monsieur le juge, devant le juge, mon voisin a fait intrusion sur mon toit. C'est une propriété privée pour voler ce sac de diamants qui m'appartient. » Et devant cette accusation de vol envers Ethan, le juge se retourne vers Ethan et lui dit « Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Ethan garde son sang-froid et dit « Oui, monsieur le juge. J'avais le droit d'entrer sur le toit puisque j'en étais le locataire. » Le juge dit « Monsieur, vous comprenez que n'importe qui aurait pu se rendre sur le toit et prétendre la même chose. Sans document recevable attestant de votre version des faits, le paquet et son contenu sont la propriété de votre voisin. » Ethan sort très tranquillement le contrat de location officiel, rédigé et signé par un avocat sur lequel il est écrit en plus que le toit doit être rendu libre de tout bien. Le juge examine le document, délibère rapidement, rend son verdict qui est sans appel. Le tribunal déclare la réclamation du propriétaire, M. Steve Foster, nulle et non avenue. Les diamants appartiennent au locataire du toit qui les a trouvés, M. Ethan Feinberg. En outre, au vu de l'accusation mensongère et de la procédure abusive, le tribunal condamne M. Steve Foster à verser 5 000 $ de dommages et intérêts à M. Ethan Feinberg. Après son retour au judaïsme, Ethan a eu cœur de réaliser une mitzvah difficile. Quand on n'a pas de balcon, on n'a pas de terrasse à soi, surtout à New York, une ville où tout doit rester impeccable. On n'a pas le droit de construire sa souka dans la rue. Après avoir accepté avec amour les difficultés, les dépenses qu'il a eu à surmonter pour accomplir la mitzvah, pour avoir juste la possibilité de construire sa souka, éclairé pour lui. Même ce contrat de location étrange qu'il ne voulait même pas signer, c'était en fait un contrat de propriété sur mesure pour le rendre propriétaire de sa future fortune. C'est justement grâce à ces difficultés qu'il a fait fortune. Tout ça préparé pour lui par le maître du monde. Il nous arrive à tous de rencontrer des difficultés qui nous semblent insurmontables pour faire une mitzvah. C'est clair que la mitzvah de construire sa propre souka, c'est pas la plus facile. Même en Israël, il faut acheter de bons matériels, savoir quoi acheter, où construire, comment la construire, appeler question au Rav de Torah Box pour savoir si on a bien mis les azikonimes, les fils par-ci, les fils par-là. Dans ces moments de difficulté, on n'oublie jamais ce que nous apprennent nos sages. Les fum tsahara agra, la récompense dépend de l'effort. C'est vrai pour tout, surtout pour nos mitzvot. Alors n'hésitez pas, peinez de bon cœur, la récompense du ciel viendra dans tous les cas et à un moment exceptionnel, des fois imprévu. Shabbat Shalom.